Merci beaucoup, Francesque. Bonsoir. Alors, je vais, pendant environ une demi-heure, essayer de vous parler des sujets qui est un peu dans la foulée de ce que M. Nahir a abordé, qui est la politique extérieure de l'Union européenne dans sa dimension des droits humains. Et vous verrez, il y a une interaction, évidemment, entre la politique intérieure et la politique extérieure de l'Union. Et les migrations, c'est typiquement l'endroit où se rencontre précisément cette continuité entre les exigences de la démocratie en interne et les responsabilités internationales d'une organisation comme l'Union européenne. Alors, en 2012, Cathy Ashton, qui était alors la haute représentante de l'Union européenne pour la politique extérieure et la sécurité, avait dit que les droits humains, et c'était très solennel et c'était inscrit dans un communiqué officiel, sont le fil rouge de toutes les actions et de toutes les politiques extérieures de l'Union européenne. Vraiment? Alors je vais essayer de répondre à cette question en puisant dans 40 ans, là j'ai là, 40 ans d'expérience comme journaliste qui a accompagné pendant de très longues années la politique extérieure de l'Union, comme activiste aussi des droits humains, donc et de la presse, étant en face de la Commission, en face du Parlement, défendant un certain nombre de points de vue, mais aussi comme opérateur. Donc j'ai été pendant quelques années chargé d'un programme d'appui aux médias en Afrique qui était financé par la Commission européenne. Donc j'étais là plutôt à l'intérieur du système. Alors j'espère qu'avec ces trois casquettes, je serai à même peut-être de donner une réponse qui, j'espère, sera impartiale, du moins équitable. Alors voilà, c'est vrai que le projet européen était dès le départ un projet qui s'est fondé sur un mythe extrêmement important, en fait, plus qu'un mythe, c'était sur la réalité, non seulement de créer une économie qui puisse éviter de retourner dans une situation de guerre, de retrouver une prospérité également au travers de cette union économique, mais aussi d'éviter que, par la pauvreté, par la misère, se déclenche de nouveau cet ensauvagement des années 30 et du début des années 40, et que dans ce regard sur le passé, il y avait évidemment une attention fondamentale donnée à la démocratie. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que l'Union européenne, le projet européen, contrairement à l'OTAN, a toujours fait du respect des normes démocratiques et des droits humains un élément de l'appartenance à la communauté ou au marché commun à la communauté ou à l'Union européenne. À l'époque où le Portugal et l'Espagne, enfin le Portugal, du moins la Turquie, étaient des dictatures et faisaient partie de l'OTAN, ces pays ne pouvaient en aucun cas prétendre faire partie de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a une philosophie quand même de base fondamentale en faveur de la liberté, en faveur des droits humains. Mais déjà, à cette époque-là, on voyait la contradiction, et c'est ça d'ailleurs qui est passionnant en fait, c'est une aventure humaine. La contradiction est inscrite dans l'histoire de l'Union européenne et dans ses relations avec ses valeurs dont elle se réclame constamment. En 1957, lorsqu'on signe le traité de Rome, lorsque Maurice Faure, secrétaire d'État aux affaires européennes, signe le traité, à ce moment-là, les troupes françaises torturent en Algérie. Au moment où Paul-Henri Spaak, le ministre belge des Affaires étrangères, signe le traité, en 1957, presque personne à Bruxelles n'imagine que dans 3 ans, il y aura l'indépendance du Congo. Rien que cette comparaison vous dit déjà qu'il y a une contradiction qui est permanente et qui sera permanente, peut-être d'une autre nature, mais dans la manière dont l'Union européenne va gérer ses relations extérieures, va concevoir le rôle des droits humains dans ses relations extérieures. Alors, à partir de quand est-ce que d'une certaine manière, on a commencé à parler de la politique des droits de l'homme, de la politique extérieure des droits de l'homme de l'Union européenne? Moi, je dirais que c'est surtout au début des années 70, d'une certaine manière dans la foulée de la réflexion sur l'intégration de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce, qui à l'époque était l'objet de la politique extérieure de l'Europe, puisqu'il ne faisait pas partie de la communauté économique européenne. Mais aussi le Chili a joué un rôle extrêmement important dans la cristallisation de ce sentiment qu'il fallait fonder une politique extérieure qui se réclame non plus seulement des intérêts géopolitiques ou des intérêts économiques, mais qui intègre aussi cette dimension-là. Pourquoi le Chili? Parce que le Chili avait été un choc énorme
dans l'histoire du début des années 70, mais aussi parce que le Chili permettait d'une certaine manière, après quelques années, lorsque la dictature s'était aussi prise finalement aux démocrates chrétiens, à mettre ensemble, contre le régime chilien, les trois grandes familles politiques européennes, démocrates chrétiennes, social-démocrates et libérales. C'est un des éléments qui explique en partie finalement que c'est créé au sein des institutions, notamment au sein de la Commission européenne, le souci de mener une politique à l'égard de dictatures qui soit inspirée des droits humains et qui soit dans la logique de la politique interne et des choix qui étaient faits par les principaux partis membres de l'Union européenne. La même chose s'est posée à l'égard de l'Union soviétique. Souvenez-vous qu'en 1975, c'est le traité d'Helsinki, et c'est vrai qu'à ce moment-là aussi, l'Union européenne a trouvé dans les droits humains un élément intéressant, même s'il y avait des divergences entre, fallait-il vraiment mettre en avant les droits humains dans les relations avec le pacte de Varsovie, alors qu'il y avait une dimension géopolitique, une dimension même de risque militaire qui pouvait rendre les droits humains subalternes, ou au contraire, fallait-il faire des droits humains un élément extrêmement important, soit des valeurs qu'exprimait l'Union européenne, enfin l'Europe à l'époque, soit comme un élément, une stratégie de puissance pour affaiblir le camp soviétique. Donc la convergence s'est faite à ce moment-là entre ceux qui penchaient davantage pour appuyer une politique à l'égard de dictatures comme le Chili et d'autres qui penchaient davantage pour lutter contre des régimes communistes. Et donc là, il y avait évidemment des divergences au sein des partis politiques, mais il y avait quand même un socle commun. N'oubliez pas qu'à ce moment-là aussi, c'était la décennie où il y a deux types d'organisations non gouvernementales ont connu un réel essor. D'un côté, les organisations de défense de l'environnement, et de l'autre côté, les organisations de défense des droits humains. Amnesty International a été créée en 1961, mais c'est vraiment dans les années 70 qu'Amnesty est devenue une organisation importante par le nombre de ses membres, mais aussi par son mode d'intervention dans le débat national et international. C'est aussi à cette époque-là qu'a été créé d'ailleurs Human Rights Watch, dont je suis toujours un des conseillers. Et d'une certaine manière, pour l'Europe, se réclamer les droits humains était une manière de consolider, de donner un élément important, une colle finalement assez évidente à l'ensemble de son action politique extérieure, parce que qui pouvait, au sein de l'Europe, à ce moment-là, contester réellement les valeurs qui étaient finalement des valeurs inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ou dans la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un élément qui permettait de coaliser sans trop d'objections, même s'il y avait des jeux politiques, évidemment, des préférences d'un côté à droite ou à gauche, on pouvait quand même construire là-dessus une politique internationale fondée sur les droits humains. C'était aussi, n'oublions pas ça, et on en a parlé très souvent durant cette semaine, la relation entre l'Europe et les États-Unis. C'était l'époque aussi où le président Carter, après tout un travail qui avait été fait par les sénateurs démocrates, dont Ted Kennedy, à l'encontre du Chili, de l'Uruguay, de la dictature en Argentine, avait fait son fameux discours de l'université de Notre-Dame en Indiana, qui donnait l'expression à une doctrine des droits humains, avec ses forces et ses faiblesses, mais qui a structuré à ce moment-là réellement une diplomatie des droits de l'homme que l'Europe a, d'une certaine manière, copiée. Elle s'en est inspirée pour asseoir sa politique extérieure de droits de l'homme. Alors, ça s'est cristallisé dans une série de choix qui ont été faits, d'abord des prises de position politiques. Il y a eu de plus en plus de prises de position européennes sur des thématiques de droits humains. Il suffit de voir les archives de l'époque, on voit vraiment se multiplier des prises de position qui prennent l'angle des droits humains comme élément d'expression, et c'est un élément qui se traduit aussi par une série de politiques qui sont relativement modestes à l'époque, mais qui indiquent déjà une volonté non seulement de prendre position, mais aussi de mener des actions qui soient favorables à la promotion des droits humains dans un certain nombre de pays, et notamment les pays qui ont été les plus favorisés par ce type de démarche. D'un côté, il y avait le Chili et l'Afrique du Sud. Il y a à l'époque Claude Cheysson
qui était commissaire européen aux relations extérieures, avait mis sur pied des programmes d'assistance à la presse indépendante au Chili et en Afrique du Sud extrêmement importantes. Moi, je m'en souviens très bien comme journaliste, et j'avais été au Chili et en Afrique du Sud, et plus tard, je serais chargé de mener en partie la politique en Afrique du Sud. Avant la fin de l'apartheid, c'était vraiment une politique très engagée de financer des médias, radio, des journaux qui prenaient le parti clairement de l'opposition démocratique, aussi bien au Chili qu'en Afrique du Sud. Après ces petites expériences, qui n'ont pas toujours été appréciées au sein des institutions européennes, soit par certains bureaucrates qui estimaient ce jeu extrêmement dangereux et pas toujours très efficace, ça aussi parce que certains États ne trouvaient pas ce type d'intervention adéquat. D'une certaine manière, ce sont ceux qui proposaient que les relations extérieures soient inspirées par les valeurs internes de l'Union qui ont triomphé dans les traités qui se sont succédés, et notamment le traité sur l'Union européenne, qui vraiment encadre la construction européenne. L'article 21 du traité dit très clairement « L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement, et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde la démocratie, l'état de droit, l'universalité, l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. » Tout un programme. Alors avant de voir si ce programme est appliqué, il faut reconnaître que l'Union européenne a mis en place un système particulièrement sophistiqué de défense, de promotion des droits de l'homme, qui donne réellement l'impression que les droits de l'homme, comme l'a dit Cathy Ashton, étaient le fil rouge des actions extérieures de l'Union. Et tout d'abord, au niveau institutionnel, chacune des grandes institutions de l'Union européenne, le Conseil, le Parlement européen, la Commission, dispose d'unités ou de commissions ou de sous-commissions dans le cadre du Parlement européen qui s'occupent spécifiquement des droits de l'homme à l'extérieur des frontières de l'Union. Il y a depuis 4 ans un représentant spécial des droits de l'homme qui est l'ancien ministre grec des Relations extérieures, Stavros Lambrinidis, qui agit sous l'autorité de la haute représentante actuelle, Federica Mogherini, et qui est chargée spécifiquement, comme un ministre des droits de l'homme ou un secrétaire d'État en droits de l'homme dans certains autres pays, qui est chargé de défendre systématiquement les politiques européennes de droits de l'homme. Au niveau institutionnel, donc, il y a une cohérence. Au niveau, je ne dis pas qu'il y a une bonne coordination, il y a une cohérence intellectuelle, si j'ose dire. Ça correspond à ce qui a été dit. Au niveau de la stratégie, on a l'impression qu'il y a une volonté de cadrer, de donner une perspective à une stratégie de défense des droits de l'homme, qui ne soit pas une politique à la carte, conjoncturelle, mais qui réellement permette notamment d'indiquer aux États membres et aux fonctionnaires de l'Union européenne, particulièrement dans les délégations de l'Union européenne, qui donnent des lignes directrices de quelle manière travailler, sur quelles valeurs, sur quelle base, avec qui. Et ça se fait dans le cadre d'une boîte à outils, c'est comme ça qu'on l'appelle la boîte à outils des droits de l'homme, qui offre un certain nombre d'instruments qui permettent précisément de mettre en œuvre cette politique. Il y a par exemple les clauses droits de l'homme dans les accords d'association. Donc il y a plus de 130 pays qui ont signé avec l'Union européenne des accords qui incluent dans leur préambule une déclaration sur le respect des droits humains comme un élément essentiel de l'accord et qui peut déboucher sur un certain nombre de mesures, des mesures appropriées, comme on dit, en cas de violation systématique et grave des droits de l'homme et qui peut avoir des conséquences sur
la nature de la relation, les dispositifs de coopération et autres. Donc, il y a cette clause des droits de l'homme. Il y a des dialogues des droits de l'homme. Il y a des dialogues qui se déroulent fréquemment entre l'Union européenne et un certain nombre de pays tiers, dans lesquels, théoriquement, on discute le plus franchement possible des questions suscitées par la situation des droits de l'homme chez les deux partenaires. Donc ça va dans les deux sens. Il y a des instruments aussi d'appui aux droits de l'homme, des instruments financiers, comme par exemple l'instrument européen pour les droits de l'homme et la démocratie, qui finance des centaines de projets, de groupes de la société civile. Et ces projets se font sans l'accord du gouvernement où se trouve le groupe bénéficiaire. Donc on peut, par exemple, financer sans l'aval du gouvernement russe, par exemple, on peut financer un journal ou on peut financer une association en Russie sans qu'on doive demander l'approbation du gouvernement russe, ce qui n'est pas toujours facile. Et depuis 2 ans, la Fondation européenne pour la démocratie est venue s'ajouter à ce système, et là, même, on va jusqu'à appuyer des partis politiques. Alors là, c'est tout un grand débat, évidemment, sur ce type de politique. Est-ce que c'est une politique qui ne débouche pas sur des risques de dérapage, d'ingérence, de jeux particuliers? Ça, c'est un autre débat, mais c'est intéressant de voir que ces instruments sont là et existent. Il y a aussi des lignes directrices qui ont été édictées par l'Union européenne, il y en a 11 actuellement, qui sont censées guider les ambassades de l'Union européenne en matière de, notamment, la torture, la peine de mort, la liberté d'expression, les défenseurs des droits de l'homme, et les fonctionnaires de ces ambassades sont censés en tenir compte dans leur politique interne. Structurellement, donc, on pourrait dire dans le fond, après la proclamation des grandes valeurs dont se réclame l'Union, aussi bien dans ces traités que dans la Charte des droits fondamentaux, il y a la mise en place d'un système qui permet de mettre en œuvre une politique. Ça, c'est la version Commission européenne que je viens de vous donner. C'est la version idéale. C'est la version que vous verrez sur les sites de la Commission européenne où tout se déroule bien. Mais est-ce que ça se déroule bien? Il y a 2 éléments, je pense, où ça se déroule relativement bien. Je pense qu'au niveau multilatéral, l'Union européenne, qui, comme vous le savez, a le statut d'observateur au sein du système des Nations unies et qui a pour fonction d'essayer de mettre d'accord les 28 États membres, dont certains, ne l'oublions pas, sont membres du Conseil, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, et ne sont pas nécessairement toujours les représentants les plus solidaires de la politique européenne, donc la Grande-Bretagne et la France, qui ont leurs intérêts bien marqués encore, l'Union européenne est censée coordonner. Eh bien, sur un certain nombre de dossiers, et je peux en témoigner parce que j'ai participé à un certain nombre du côté des ONG de négociations internationales, comme le traité sur les mines antipersonnelles d'Ottawa, par exemple, ou le traité de Rome sur la création de la Cour pénale internationale, l'Union européenne a, dans l'ensemble, été en pointe, à tel point qu'on parlait des États membres de l'Union européenne et de l'Union européenne comme étant des like-minded states, des États qui pensaient comme nous. Donc c'était un peu ça. Il y avait une espèce de fluidité et de coopération permanente entre l'Union européenne, ses diplomates et ses États membres et les ONG qui défendaient, évidemment, c'est leur travail, l'agenda le plus poussé possible, le plus avancé possible des droits humains. Mais aussi sur un certain nombre d'autres dossiers plus récents, l'Union européenne s'est distinguée par sa position qui était considérée comme étant positive par les ONG. Elle s'est opposée, par exemple, au projet qui avait été proposé par l'organisation de la conférence islamique sur une résolution qui interdirait la diffamation des religions, qui était considérée par l'Union européenne et par les ONG droits de l'homme et de liberté de la presse comme étant une manœuvre pour réduire la liberté d'expression, dans la mesure où l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme ou de la Convention, dans le pacte des droits civils et politiques, suffisait, là où ça suffisait.
L'Europe a également été en flèche pour essayer d'éviter que la gouvernance mondiale d'Internet, comme le demandaient les ONG, alors on me dirait aussi comme le demandait Google, mais ça c'est autre chose, comme le demandaient les ONG, ne passe pas entre les mains de l'Union internationale des télécommunications, qui est contrôlée par les États et qui était soupçonnée par les experts des ONG, mais aussi par l'Union européenne, comme étant une tentative de la Chine, de la Russie et d'autres pays de reprendre en main le contrôle d'Internet. Donc là-dessus, on est assez d'accord qu'au niveau multilatéral en général, l'Union européenne est du bon côté. Et au niveau les micro-projets, c'est-à-dire les soutiens directs à des organisations de la société civile, à des médias, à des journalistes en danger, on estime aussi que l'Union européenne fait un travail qui est en général apprécié. Par exemple, il y a 4 ans, on a pu demander à l'Union européenne un budget de 10 000 euros, par exemple, d'urgence, pour pouvoir traiter un journaliste russe qui avait été sauvagement attaqué par des hooligans, c'est-à-dire journaliste qui couvrait des faits de corruption autour de la construction d'une route près de Moscou et qui avait été sauvagement passé à tabac, et qui avait perdu, enfin on avait dû amputer une de ses jambes et un de ses bras, et il lui fallait une opération très compliquée, et là, directement, dans les jours, dans un délai de quelques jours, on a reçu de la Commission européenne une somme qui nous a permis de l'envoyer dans un hôpital à l'étranger pour pouvoir être traité. Je donne ce simple exemple pour vous dire un peu comment ça fonctionne. Et là, on estime aussi que ça fonctionne, même si le système d'appui peut être considérablement fragmenté, pas suffisant. Par exemple, ce que dépense l'Union européenne dans ce type de projet chaque année, c'est le quart de ce que dépense la seule Suède sur ce type de projet chaque année. Il n'empêche que la démarche est en général positive et la réaction des fonctionnaires est en général très positive. Mais voilà, le multilatéral d'un côté, le micro-projet de l'autre côté, c'est pas là que se passe la grande politique. C'est pas là que se passent les choses qui réellement défient un pays à se déterminer, à savoir si vraiment il est prêt à prendre des risques pour défendre les droits humains, des risques qui pourraient affecter ses intérêts géopolitiques, ses intérêts économiques et d'autres. Comme le disait Ana Gomes, à qui je parlais récemment, Ana Gomes qui est une députée européenne portugaise, socialiste, et disait le vrai test d'une politique des droits de l'homme, c'est lorsqu'on prend des risques à l'égard des États qui déterminent en grande partie le bonheur de nos industriels ou de nos militaires. Elle disait, bien écoute, nous, ce qui détermine réellement la réalité de la politique extérieure des droits du Portugal, c'est sa relation avec l'Angola. L'Angola qui a racheté des pans entiers de l'économie portugaise. C'est là qu'on voit si un pays réellement croit que les droits de l'homme, c'est un élément essentiel, central de sa politique extérieure. Et là, il faut dire que l'Union européenne, à ce niveau-là, ne passe pas le test. Et en privé, je pense que beaucoup de fonctionnaires le disent. Je viens récemment de terminer un rapport qui va paraître fin du mois sur la politique de l'Union européenne en matière d'appui à la presse, à l'appui de la presse. Eh bien, pratiquement tous les fonctionnaires spécialisés à qui je parlais m'ont dit en privé, qu'ils étaient bien d'accord que l'Union européenne, lorsqu'elle était confrontée à ce dilemme, et personne ne l'a vraiment pour donner des leçons de morale, mais confrontée à ce dilemme extrêmement réel entre d'un côté des principes et de l'autre côté des intérêts, il n'est pas évident du tout qu'elle prenne réellement le côté des intérêts. C'est un peu ce que Stanley Hoffman, qui était un professeur franco-américain de Harvard, expliquait dans son livre « Une morale pour les monstres froids », cette tension permanente pour les démocraties entre l'éthique de la responsabilité et des conséquences et l'éthique de la conviction entre les intérêts d'un côté et d'un autre côté les valeurs. Alors c'est vrai que quand on voit assez systématiquement les exemples de la politique extérieure de l'Union européenne, eh bien, on voit que, en effet, très souvent, les principes
sont sacrifiés sur l'autel des intérêts. Alors je ne vais pas revenir à ce qui s'est passé avant le printemps arabe. Je pense que Sami Naïr pourra en parler beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que l'Union européenne a brillé par sa sagacité d'abord, par le sens qu'ils comprennent qu'il y avait quelque chose qui est en train de se passer et que peut-être elle aurait eu intérêt à anticiper. Mais il y avait une contradiction assez fondamentale entre ce qu'elle disait, défense des droits de l'homme, et ce qu'elle faisait. Quelques jours à peine avant le printemps tunisien, l'Union européenne proposait d'accroître le statut de la Tunisie comme associée, alors que toutes les organisations de défense des droits de l'homme tunisiennes, dont certaines étaient financées par la Commission européenne, voilà, la schizophrénie, disaient non, surtout pas, il ne fallait pas, surtout pas s'engager sur cette voie-là. Et donc, ça c'est un des gros problèmes de l'Union européenne, et ça concerne aussi d'autres pays comme les États-Unis, mais c'est cette incohérence, ces doubles standards, où finalement on mène une politique de principe lorsque les conséquences sont presque dérisoires ou sont très faibles pour l'Europe. Si vous comparez la politique menée à l'égard du Burundi, et je dirais avec raison, condamné par l'Union européenne avec des sanctions à la clé parce que le président, en violation de la Constitution et en prenant des risques immenses dans un pays qui est une poudrière ethnique, s'impose une troisième fois comme président, il y a une sanction. Il y a des déclarations très fortes, très claires. À côté de ça, voyez ce qui s'est passé avec l'Arabie saoudite. Rien. Lorsque la ministre des Affaires étrangères suédoise, Margrethe Wallström, se voit interdire de prononcer un discours sur les droits de l'homme au Caire par la Ligue arabe, il n'y a aucune solidarité européenne. On la laisse toute seule. Personne n'ose, à part l'expression d'une préoccupation. C'est ce que dit le communiqué du service d'action extérieure. Une préoccupation. Mais personne n'ose réellement prendre avec la même fermeté de front un pays comme l'Arabie saoudite. C'est un des éléments les plus préoccupants, finalement, de cette politique extérieure de l'Union européenne en matière de droits de l'homme. On a l'impression que si les pays sont faibles, ils vont avoir le privilège de subir la politique des droits de l'homme de l'Union européenne. S'ils sont puissants, ils n'en verront pas grand-chose. Ou, si jamais il y a une protestation, ils savent qu'il n'y aura pas de conséquences. C'est le cas de l'Égypte, par exemple, où il y a eu des déclarations. La demande, par exemple, de la libération des journalistes d'Al Jazeera, la condamnation des jugements, notamment à la peine de mort. Mais quand on lit un document qui a circulé il y a quelques mois sur la politique de l'Union européenne vis-à-vis de l'Égypte, on voit très bien que même si les faits sont justes, il y a une franchise dans le rapport condamnant les atteintes aux droits humains en Égypte. Le reste du document décrit le rôle de l'Égypte dans une série de dossiers pour lesquels l'Union européenne a un grand intérêt, la lutte contre le terrorisme notamment et contre l'État islamique. Et là, on voit très bien que la conclusion d'un côté de la balance, de l'autre côté de la balance, que d'une certaine manière, on va devoir passer outre à ses propres condamnations des excès commis par le régime Al-Sisi pour défendre ce qu'on considère être des intérêts supérieurs pour la sécurité de l'Union européenne. Donc c'est la première grande critique qu'on peut faire à l'égard de l'Union, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures, et les droits de l'homme, la philosophie profonde des droits de l'homme, c'est l'impartialité. C'est-à-dire que c'est comme le droit, il s'applique à tout le monde. Or, si on utilise de manière spécifique, conjoncturelle, à la carte les droits de l'homme, même s'il faut reconnaître qu'on est dans un monde de brutes, et que donc il y a des réalités extrêmement difficiles, et je serai le dernier personnellement à jeter la pierre en me présentant comme le chevalier blanc vainqueur de la saleté. Non, il est clair qu'il n'empêche qu'il est difficile d'avoir une politique, même rhétorique, de défense des droits humains si à chaque fois, pratiquement, qu'on est confronté à un choix difficile, on défend, dans le fond, ses intérêts économiques ou géopolitiques au lieu de défendre ses valeurs, et parfois au risque
d'oublier qu'en défendant ses valeurs, parfois on défend ses intérêts à long terme. Alors, cette première. Le deuxième aspect qui me paraît très préoccupant, c'est l'absence de cohérence aussi entre ce qui se passe dans les pays européens et les leçons que l'Union européenne donne à l'adresse d'autres pays. Et d'ailleurs, certains États qui n'apprécient pas trop l'Union européenne, comme la Russie par exemple, s'amusent à publier des rapports chaque année sur l'état des droits de l'homme dans l'Union européenne. Et dans lesquels ils relèvent, les Russes en général commencent par relever la discrimination envers les minorités russophones dans les pays baltes par exemple, c'est quelque chose qui leur tient à cœur, mais ils relèvent toute une série de choses qu'ils sortent d'ailleurs des rapports des ONG occidentales sur la question des migrants, sur la discrimination, sur la violence des forces de police en Grèce. Il y a beaucoup d'exemples, et c'est vrai que si l'Europe n'a pas la capacité de présenter un bilan beaucoup plus correct dans ses frontières, elle offre évidemment une occasion en or aux pays autoritaires pour leur dire écoutez, cessez de nous accuser. Chez vous, dans le fond, il y a pas mal de problèmes qui se posent, et regardez notamment la politique de migration, et c'est vrai que c'est le cœur même actuellement de l'incohérence et de la contradiction européenne, c'est bien ce qui était expliqué tout à l'heure par Sami Naïr. C'est la grande politique d'immigration. Moi, j'aurais un simple exemple aussi, pour les visas par exemple. Il y a constamment des journalistes qui demandent des visas d'urgence parce qu'ils sont menacés. Et certains pays européens, la France notamment, ont accordé des visas d'urgence pour amener un journaliste, le sortir directement d'un pays où il est menacé. Et ça, cette mesure bureaucratique, si je veux dire, a sauvé des vies. Mais il y a eu plusieurs cas où des États ont refusé des visas. Et récemment, la Suède a refusé un visa à un blogueur du Bangladesh sous prétexte qu'il pourrait s'installer en Suède et qu'il ne disposait pas des garanties d'autonomie s'il décidait de s'installer en Suède après avoir été reçu là-bas. Donc le visa Schengen a été refusé. 2 semaines plus tard, le blogueur a été assassiné à coups de hache par des extrémistes islamistes. Et il y a d'autres exemples aussi. C'est ce genre de sujet, on n'en parle pas dans la presse européenne. Mais je peux vous dire qu'au Bangladesh, ça a contribué de manière absolument épouvantable à remettre en cause toute la rhétorique de l'Union européenne sur les droits humains. Rapidement, 2-3 autres exemples pour donner un petit peu un fondement à ce regard critique à l'égard de l'Union. L'Union européenne a protesté lorsqu'elle a appris que la NSA surveillait les communications de pratiquement tout le monde, et même de Mme Merkel. Mais on a appris depuis lors que le BND, le service secret allemand, faisait exactement la même chose. Ça m'a été confirmé par l'ancien directeur du BND, des services secrets allemands, il y a 1 mois à Bruxelles, lors d'un colloque, où il a dit très clairement « nous faisons exactement la même chose ». Quel est l'argument que l'on a en Europe pour critiquer la surveillance de masse des Américains si par ailleurs, soit on collabore avec les Américains dans cette surveillance de masse, soit on fait la même chose, de manière autonome. C'est ce genre de contradiction qui est au cœur de la réflexion qu'on doit avoir sur la cohérence de notre démocratie et qui permet justement de donner une cohérence à notre politique extérieure. Finalement, un autre élément pour montrer un peu ces tensions qui existent de manière permanente, c'est la question de la transparence des décisions qui sont prises au sein de l'Union européenne et qui concernent l'ensemble des citoyens. Un des éléments essentiels de la démocratie, c'est la participation, et la participation ne se fait pas sans information. Or, sur un sujet aussi crucial, comme l'a rappelé Pierre Defreyne l'autre jour, du traité transatlantique, personne, à part les très grandes entreprises, à part les négociateurs américains et à part ceux de la Commission, ne connaissent réellement ce que contient ce mandat de négociation. Or, ce traité aura des conséquences extrêmement importantes. Et là, il y a une véritable contradiction dans la manière dont l'Union européenne gère son propre système de transparence démocratique, alors qu'en même temps, l'Union européenne demande à d'autres pays d'adopter des lois d'accès à l'information, de transparence, de bonne gouvernance. Un autre exemple qui m'a amusé l'autre jour, je lisais le discours
de l'ambassadeur de l'Union européenne en Thaïlande, qui demandait à la Thaïlande de supprimer ces lois qui pénalisaient la diffamation et le crime de lèse-majesté. Mais sur les 28 membres de l'Union européenne, 23 pays pénalisent la diffamation. Sur les 28 membres de l'Union européenne, 16 pays continuent à pénaliser le blasphème, même si dans certains pays ça reste dans les lois, mais ce n'est pas appliqué. Et donc, cette cohérence est vraiment le défi démocratique auquel sont confrontés les Européens s'ils veulent réellement mener une politique des droits de l'homme qui soit à la hauteur des principes qui sont proclamés dans les traités, dans les déclarations des officiels, inscrits dans les politiques, traduits dans des lignes directrices et exprimés pratiquement tous les jours sur le site du service européen d'action extérieure. Il suffit d'y aller sur ce site. Vous allez voir que tous les jours, il y a 2-3 déclarations où on se dit préoccupé, où on condamne. Évidemment, si ça ne débouche que sur ce type de condamnation, c'est parce qu'en partie, je pense que les responsables de la politique extérieure de l'Union européenne savent qu'ils sont très souvent pris en défaut et en défaut de contradiction. Alors je terminerai par une phrase de Frédéric Charillon qui disait qu'en parlant de la politique extérieure de l'Union européenne et des droits de l'homme, disait « Il y a loin de la déclaration d'intention louable à la formulation d'un agenda cohérent et tenable. » Je crois en effet qu'il a raison. Je pense, comme lui, que l'éthique, pour les pays démocratiques, et là j'inclus les États-Unis et l'Union européenne, et chaque État membre, presque chaque État membre, que l'éthique est souvent perçue finalement comme une astuce cosmétique des États pour masquer leur stratégie de puissance ou, tout aussi gravement, pour masquer leur impuissance. Alors, pour résumer, est-ce que les droits humains sont le fil rouge de la politique extérieure de l'Union européenne? J'espère que j'ai fourni les éléments pour démontrer qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont pas au centre de la politique extérieure de l'Union européenne, même s'ils sont un élément important de cette politique et une aspiration de cette politique. Et je pense que c'est important de rappeler, pour terminer, pour voir un peu avec une certaine perspective cette diplomatie des droits de l'homme à laquelle prétend l'Union européenne, que les droits de l'homme sont un socle essentiel de l'identité européenne et de sa politique extérieure. C'est un fondement majeur de sa légitimité et de son attractivité et donc de son pouvoir sur la scène internationale. Je crois profondément, contrairement peut-être à ceux qui dirigent actuellement la politique extérieure de l'Union européenne, je pense que là, il n'y a pas nécessairement de contradiction entre le réalisme et l'éthique. Il y a une réelle politique des droits de l'homme. Je vous remercie.